Oui, parce que Alors, nous vraiment, allons oui. passer maintenant à Paul Rélan, éditeur, qui a créé, qui a fondé avec Vincent Weber, qui est parmi nous aussi là ce soir, en 2014, une, euh, une maison d'édition particulière qui s'appelle Édition 33 morceaux. Donc, c'est avec un projet de publication de 33 livres. Euh, je crois qu'il y en a 15 qui sont aujourd'hui réalisés, mais dès le départ, donc, un projet de 33 livres. Donc, Paul Ruellan, euh, chacun en a. Il y a eu déjà des livres sur, je sais pas, là, Pavese, Joyce, Gertrude Stein, Juan Ortiz, euh, la traduction de Virgile par Klosowski. Et parmi ces projets, il y en a un dont Paul Rélan m'avait déjà parlé il y a quelques années lorsque nous nous sommes rencontrés à l'IMEC à ce sujet. C'était le projet d'inclure dans ces 33 titres la chute d'Icare de Picasso, qui comprend un commentaire important de Gaëtan Picon et dont il va nous parler. Je vais prendre Oui. le micro. Merci. Merci, cher Albert Dichy. Je voudrais remercier Martine Picon à mon tour pour l'organisation de ces journées, ainsi que Myriam Bleudet. C'est vraiment passionnant d'être là pendant ces jours. Je tiens à tout d'abord m'excuser un petit peu quant à l'intitulé de mon intervention, car au vu de ce qui s'est dit précédemment, et notamment sachant que j'interviendrai après Alice, mon intention a été plutôt que de parler plus spécifiquement de la chute d'Icare et de Picasso, dont il sera question, je crois, cet après-midi. Je souhaitais plutôt me recentrer sur la question de la postérité de cette collection dont on vient de parler. La postérité éditoriale, je veux dire. On verra après, peut-être qu'on aura l'occasion de reparler du projet que nous avons et des éditions 33 morceaux. Une petite anecdote, juste pour signaler ma rencontre avec cette collection. Elle s'est faite dans une autre ENS, c'était à Lyon, avec Jean-Marie Glaise, qui à l'époque était mon directeur de recherche et qui m'a mis entre les mains le livre de René Char, La Nuit talismanique. Lui, évidemment, Jean-Marie Glaise, éminent spécialiste de Ponge, posait déjà, en me proposant de travailler sur René Char, un premier paradoxe, enfin en tout cas, il allait au-delà d'une certaine forme de conflictualité au sein de la poésie. On a nommé tout à l'heure le fait que peut-être entre Gaëtan Picon et le structuralisme, certes, il y avait des lignes, infranchissables, mais en tout cas, dans les faits, dans sa vie et dans ses amitiés intellectuelles, ça allait bien au-delà. Et donc, ma rencontre avec la collection était voilà, déjà sous le sceau de cette transversalité un petit peu plus large que les conflits internes des écoles poétiques. Et c'est tout de suite devenu pour moi un objet un peu de référence dans son ensemble. Alors tout à l'heure on voyait, peut-être tu peux les remettre d'ailleurs, l'ensemble des couvertures, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de totalité. Alors on a mentionné des titres qui n'ont jamais existé, qui n'ont jamais eu lieu, mais il y a comme ça 26 ouvrages qui se tiennent parfaitement, qui se répondent. Et c'est vrai que pour moi, c'était un petit peu un modèle éditorial de cohérence. Peut-être d'ailleurs que l'idée, elle ne vient pas uniquement de là, bien sûr, mais l'idée de 33 livres qui se tiennent comme une collection, vraiment, c'est l'idée de notre travail, vient peut-être un petit peu, très franchement quand même, des sentiers de la création. Voilà, d'un moment que le geste s'arrête. Alors, il s'est arrêté ici pour des raisons circonstancielles, on va dire,
Mais, mais voilà, ça faisait sens pour nous à ce point-là, qui dépasse les clivages au sein du catalogue entre des poètes comme Ponge et Char, mais aussi comme Prévert. On a comme ça des oppositions, enfin des distances. Et comme on l'a dit, Barth Lévi-Strauss d'un côté, Picon de l'autre. Pour mentionner quelques absents qui étaient prévus, dans certains ouvrages, on voit sur les rabats des annonces de livres à paraître dans la collection qui donnent très envie, puisqu'on a des titres de Boulez, de Solers, de Grac, de Jacobson, donc. Dans un entretien qu'il donne dans Le Monde, Gaëtan Picon mentionne aussi Neruda. Bon, voilà, il y avait vraiment une amplitude passionnante. Pour revenir aux circonstances qui ont un peu donné fin à cette collection, donc Alice a parlé tout à l'heure de la question de la faillite du distributeur, donc 72. Skira, lui, meurt en 73. Gaëtan Picon en 76. Entre ces deux dates, il y a quelques titres qui paraissent encore, jusqu'aux 3 derniers, dont 2 numéros qui sont doubles d'ailleurs, le Lévi-Strauss, mais aussi le coffret sur les entretiens de Bacon avec Sylvester, traduit par Michel Léris d'ailleurs. Je voudrais quand même signaler une petite phrase qui avait été donnée par Alain Père lors d'une intervention il y a quelques années, lors d'un événement un peu autour de Gaëtan Picon. Il avait fait une intervention qui s'appelle D'un art à l'autre, et il disait: les entreprises éditoriales fomentées par Picon font aujourd'hui partie de notre généalogie, du sol sur lequel nous continuons de marcher. Et quand il mentionne les entreprises éditoriales, on en a parlé rapidement hier avec Denis Ollier, il faut mentionner le Mercure de France, dont il reprend la direction à la toute fin de l'histoire du Mercure, donc c'est 63-65, 19 numéros qui sont passionnants. Les sommaires sont vraiment très étonnants, mais un petit peu en rupture d'ailleurs avec ce que le Mercure faisait jusque-là. Et puis l'éphémère, bien sûr, 67-68, 7 cahiers jusqu'à la fameuse rupture dont on a beaucoup parlé hier. Donc ça, c'est un petit peu le terreau qui donne lieu ensuite au Sentier de la création, mais dans les sentiers, bon, évidemment, il y a la question de l'image qui est centrale, qui n'existait pas du coup dans l'éphémère, ou peu, si quand même. Bien sûr, il y a quand même des carnets d'artistes, mais il y a une forme d'unité dans l'éphémère, ne serait-ce que par exemple dans le premier numéro que j'ai ici, donc qui est sous la tutelle de Giacometti. Giacometti vient de mourir. Il y a un ensemble de textes, de témoignages, de reconnaissances de Dubouchet, de Bonnefoy et de Gaëtan Picon autour de Giacometti. Et en fait, la revue va comme ça développer des sortes d'unités au fil des livraisons. Il y en a une vingtaine. Une vraie grande cohérence. Et d'ailleurs, on retrouve dans la correspondance de Bonnefoy des mentions sur qui éditer ou ne pas éditer au sein de cette revue. Char est un gros problème pour ces auteurs, et je crois que Picon participe grandement à ce que Char ait quelques textes dans le numéro peut-être 8 ou 9, je ne les ai plus tellement en tête. Mais voilà, il y a vraiment l'idée d'une unité poétique très très forte dans l'éphémère. Et dans les sentiers de la création, c'est un geste beaucoup plus large, du coup, bon, on en a parlé, et voilà, qui signe peut-être effectivement l'accomplissement du dernier Picon, comme vous l'avez nommé tout à l'heure. Vous avez parlé d'œuvre, je crois que c'est vraiment un terme qui est assez juste pour parler de cette collection. À la suite donc de la mort de Gaëtan Picon et de la parution des 3 derniers titres, la collection s'arrête. Les éditions avec les fils d'Albert Skira et Rosa Bianca Skira, qui est toujours dans les parages, continuent évidemment de produire. Et il y a dans les années 80 un accord qui est passé, que vous avez peut-être déjà entendu, dont vous avez déjà entendu parler. C'est l'accord avec les éditions Flammarion et la collection Chant, pour laquelle il y a, j'ai un exemple ici avec René Char, il y a une sorte de sous-collection très clairement nommée Skira, les sentiers de la création.
Alors ça, c'est intéressant parce que, bon, déjà, c'est le fait de reprendre une collection d'un autre éditeur. Bon, c'est un geste assez inédit. Le seul problème, évidemment, enfin, il y en a plusieurs, mais un des premiers problèmes, c'est que c'est complètement incomplet. C'est-à-dire que ça se fait pendant quelques années, principalement années 80. Il y a Aragon, Barthes, donc René Char, Le Clésio. Enfin, il y a un certain nombre de titres comme ça qui sont repris. Il y en a 11. Michaud, oui. Et bon, ce n'est pas allé plus loin. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les images sont reprises. Le principe de la relation entre l'écriture et l'image est conservé, mais dans un format bien différent, avec beaucoup de noir et blanc. C'est pas du tout le même luxe qu'il y avait chez Skira. Et ça pose d'ailleurs pas mal de problèmes, parfois même de compréhension, parce que comme la mise en page ne peut pas être respectée du fait du format, on a des fois des images qui sont décalées d'une page à l'autre, et en fait, ça change tout, parce qu'on sait bien que Picon et Skira étaient extrêmement précis sur les rapports entre l'image et le texte au sein de la collection. Par ailleurs, Gaëtan Picon est parfaitement absent, nommément, je veux dire, de cette collection. On en a parlé jeudi soir, ce qui est un autre type de problème, mais disons d'un point de vue juridique, d'un point de vue du droit, il pouvait être absent. Mais alors, il y a ensuite la Rosa Bianca Schira meurt en 99 et avant sa mort, il y a un accord qui est passé avec le groupe Mondadori, donc en Italie, et les éditions Schira sont rachetées, donc en 95-96, et du coup déplacées à Milan. Et par cette occasion, vraisemblablement après maintes recherches, je lance d'ailleurs un petit avis si vous avez des pistes, c'est à cette occasion qu'ont disparu les archives Albert Schira. Ce qui est un gros problème pour les chercheurs, pour les éditeurs, pour pouvoir retrouver des éléments comme des maquettes, des bons à tirer, etc., pour avoir des sources un petit peu sur la collection plus précises. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Skira en Italie ne s'occupe plus du tout de ces questions. Alors il y a eu en 2005 un projet que je n'ai pas eu en main apparemment autour de Michaud, autour de Émergence Résurgence, d'une édition qui serait anglaise de ce texte. Je ne l'ai pas vu, mais c'est une solution vraiment, enfin c'est un apax, enfin c'est une solution unique, c'est qu'il n'y a pas eu du tout de suivi par rapport à la collection des Sentiers. Alors, je vais revenir, on a beaucoup parlé de Panorama, suite aussi à l'intervention hier de Dorian. Je vais revenir un petit peu plus précisément sur le destin éditorial des titres. Donc j'ai dit que 11 avait été repris en Chant Flammarion. À l'heure actuelle, dans la collection Chant Flammarion disponible en librairie, il n'y en a qu'un qui est disponible de cette collection, c'est le Butor, qui a sa propre, voilà, qui a sa maquette, on va dire, qui n'a pas beaucoup changé par rapport au format des années 80. Une quinzaine de titres de la collection sont disponibles. Vous pouvez les trouver assez facilement, soit en édition autonome, soit dans des reprises d'œuvres complètes. Par exemple, le Lévi-Strauss, il est en Pléiade. Le Paz, il est aussi dans un ouvrage d'œuvres complètes. C'est aussi le cas du Tardieu, qui est en quarto. Donc les textes se retrouvent, malheureusement souvent sans les images. C'est quand même pas anodin. Il y a sept ouvrages de la collection qui sont édités de façon, on va dire, proche de l'original, avec un respect du travail iconographique. On a parlé de Bonnefoy. Le Bonnefoy a quand même une existence tout à fait honorable aujourd'hui, de même que Alechinsky ou Starominsky, qui sont donc publiés dans la collection Art et Artistes chez Gallimard. Bon, jusque-là, rien à dire. Il y a quand même 11 titres qui sont pleinement épuisés, qu'on ne peut pas trouver, tout simplement, dont certains qui n'ont vraiment jamais été repris, donc même pas dans une collection comme Flammarion. Alors je les cite du coup, il y en a 5 sur lesquels il y aurait peut-être un travail à faire du coup. Le Maçon, la Mémoire du Monde, les Carnets catalans de Miro, un objet très particulier, avec le texte de Gaëtan Picon en commentaire.
le texte de UNESCO, Découverte, où il parle beaucoup de son enfance. Il y a le texte sur Bonnat de Pierre de Mandiargue, d'ailleurs dont les archives sont à l'IMEC, je crois. Et le fameux Picasso, La chute d'Icare. Et il y a aussi des textes pour lesquels la reprise éditoriale a été faite, mais de manière... enfin, comme par exemple le René Char. Aujourd'hui, en Pléiade, on trouve La Nuit talismanique. Mais le problème de La Nuit talismanique, par rapport au texte édité chez Skira, c'est un texte qui est en 2 parties. La première partie qui concerne son travail d'insomnie des années 50, suite au suicide de Nicolas de Staël, un travail sur des pierres, justement, de manuscrits sur des cailloux et sur des écorces, de gravures, de textes. Ce travail-là, en fait, on ne le trouve plus nulle part. La deuxième partie du recueil, en revanche, qui s'appelle La Nuit talismanique, qui date de 72, donc qui est vraiment un texte contemporain de l'édition, lui est repris. Donc c'est comme si on avait la moitié du livre de René Char disponible. Voilà, et ben, par exemple, pour ce qui concerne Claude Simon, c'est encore un autre problème, puisque Orion aveugle n'a pas du tout de postérité. Il a lui-même repris ce texte pour l'édition des Corps conducteurs très peu de temps après, un an plus tard, chez Minuit. Et donc le travail qu'il a pu faire avec Skira et Picon, avec l'iconographie bien passionnante dont on a parlé tout à l'heure, celui-là, bon, bah, il a disparu. Il y a quand même quelques voix un petit peu royales dans la collection. Les 2 cas les plus célèbres, on va dire, qui ont eu le droit à plusieurs éditions, un travail critique assez énorme, c'est le texte de Ponge, La Fabrique du Pré, qui a eu plusieurs éditions, qui a eu même, chose inédite, une reprise chez Skira en 90 à l'identique, sous coffret, des Sentiers de la Création. C'est le seul cas que je connais de reprise chez Skira d'un des titres de la collection. Donc ça, c'est en 90. Et maintenant, il est en collection blanche chez Gallimard, très bien édité, augmenté de beaucoup de manuscrits, de textes d'archives. Et enfin, le Roger Caillois, qui lui a eu un destin un peu différent, qui aujourd'hui est édité, donc il y a eu plusieurs rééditions, et il y a eu une édition chez Xavier Barral en 2014, alors qui est augmenté d'autres textes, puisque le livre maintenant s'appelle Lecture des pierres, mais il reprend l'écriture des pierres et d'autres textes. Et là, il y a un travail iconographique, photographique, qui a été refait, qui a été repris, et ça, pour moi, ça fait sens en termes éditorial, parce que je crois qu'il ne faut pas avoir de fétichisme non plus par rapport à la collection, c'est-à-dire que ce qui compte, à mon sens, c'est l'intention de mise en rapport des auteurs et l'intention de la relation entre l'image et le texte, mais moins telle maquette, telle typographie, telle photographie. Je pense qu'au contraire, il faut renouveler ces choses-là dans le temps, et ça a été très bien fait, je dois dire, en ce qui concerne Caillois. Enfin, je vais citer 2 exemples un petit peu, qui sont pour moi un peu des cas limites, mais qui sont importants. Alors évidemment, pour Gaëtan Picon, c'est cet ouvrage à l'atelier contemporain, qui a été important, puisqu'il rend le texte de nouveau disponible. Alors la solution qui a été adoptée, on pourra en discuter, c'est celle du facsimilé, mais un facsimilé pas tout à fait juste, puisqu'il n'est pas à l'échelle. Du coup, vous voyez la différence. Bon, c'est le char, hein, évidemment, mais c'est pas exactement... Enfin, quand même, ça joue. Et bon, le rapport est quand même conservé, puisqu'on est sur les mêmes proportions pour respecter la maquette. On retrouve exactement, voilà, la photo, si on peut dire, du livre de Gaëtan Picon, avec d'autres textes critiques, donc la reprise d'un texte d'Yves Bonnefoy qui avait été édité dans le colloque, non, dans le Bonnefoy, c'est ça, je crois, hein, c'est repris de l'exposition et du catalogue de L'Œil double. L'autre cas un peu particulier, un peu paradoxal, je dois dire, bon, le texte de Roland Barthes, on a un petit peu parlé, il a été repris aux éditions du Seuil en format poche, point Seuil. Et ils ont fait en 2015, à l'anniversaire, une édition assez stupéfiante, je dois dire, qui est celle-ci. Alors, je vous montre l'original. Donc voilà.
Et alors ça, c'est à la fois passionnant et déroutant parce que, évidemment, c'est fascinant d'un point de vue, comment dire? D'un point de vue de la redécouverte, les retrouvailles avec un livre, qui avait un peu disparu. Enfin, même si quand même, hein, les exemplaires des Sentiers de la Création, on les trouve d'occasion, plus ou moins chers, plus ou moins en bon état, mais tout de même, on a quand même de nouveau sur les tables des libraires un Sentier de la Création. Sauf que c'est noté édition du Seuil, et non pas Albert Schiera. Évidemment qu'il y a la mention, au début, de la première édition, et cetera, mais en termes de droit, ça pose des questions, de fond, qui sont ceux des droits des éditeurs en général. Bon, le fait que Schiera ait disparu, enfin le Schiera historique, et je ne peux pas dire quel type d'accord il y a eu entre le Seuil et les Schiera italiens. Pour ma part, après plusieurs échanges impossibles avec eux, je ne sais pas dans quelle mesure ils suivent cette histoire-là. Mais voilà, on a un objet donc à la fois respectueux de fait de ce qu'a été la collection et en même temps un petit peu troublant. Et donc je reviens sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à la question du fétichisme. Je crois qu'il faudrait faire avec cette collection une œuvre un peu nouvelle, dans le respect évidemment de ce qu'elle a été et des personnes qui ont porté ces ouvrages. Mais voilà, c'est ce que m'évoque cette édition. Pour finir, je dirais que chaque ouvrage de cette collection a un parcours spécifique. Il a sa propre existence, évidemment, littéraire, esthétique, mais que c'est bien dans une totalité, dans un geste, on va dire, de réunion et d'assemblage, que la collection, elle fait sens aussi pour nous. Alors, quand on voit la proposition autour de Roland Barthes, on se pose la question de refaire toute la collection comme ça ou autrement, je veux dire, pas forcément sous le format d'un faux facsimilé, mais plutôt dans une nouvelle maquette, mais de refaire tous les titres. Évidemment, ça pose énormément de questions de droits diverses, mais ce serait passionnant. Mais je ne sais pas si c'est souhaitable par ailleurs, parce qu'il faut aussi garder peut-être l'épaisseur du temps, justement, avec cette collection, pour reprendre des thématiques chères à Gaëtan Picon. Je finirai sur un mot. Alors, vous l'avez évoqué, Martine, tout à l'heure. Roland Barthes, dans le catalogue hommage du Centre Pompidou, donne un petit texte très touchant. Alors, je ne vais pas lire intégralement, je vais juste lire un tout petit passage. À la fin de son texte, il dit: « Chaque fois qu'un homme de culture disparaît, quelque chose s'éteint à jamais. Le trésor qu'il avait amassé dans sa mémoire, il faudra de nouveau le refaire. » Et pour moi, alors c'est très beau par rapport à Gaëtan Picon évidemment, mais pour moi, ça pourrait s'appliquer aussi à la collection. C'est-à-dire que c'est maintenant un objet du passé, et il faut peut-être réassembler, repenser un petit peu ce que cette collection est pour nous aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.